Les chaises en vinyle du bureau du docteur Morrison étaient du genre qui collent aux jambes en été. James Caldwell était assis sur l'une d'elles depuis 20 minutes, remplissant des formulaires sur les antécédents médicaux familiaux, des questions qui lui semblaient maintenant écrites dans une langue étrangère. Sa main tremblait légèrement tandis qu'il cochait la case marquée « Consultation pour vasectomie ». Bien que la procédure elle-même semble désormais une formalité, à 42 ans, James avait ce que la plupart des gens appelleraient une vie accomplie. 3 enfants, Dylan, 15 ans, Kayla, 13 ans, et Mary Hill, 8 ans, une maison confortable dans la banlieue de Charlotte, 20 ans avec sa femme. Marina, il dirigeait un cabinet d'architecture de taille moyenne en centre-ville, concevant des bâtiments qui lui survivraient. La vasectomie était pratique, les grossesses difficiles de Marina, la pression financière des 3 enfants, le simple fait que leur famille semblait complète. Monsieur Caldwell, la voix de l'infirmière le tira de ses pensées. Le docteur va vous recevoir maintenant. Le docteur Morrison était un homme frêle dans la soixantaine, avec des lunettes à monture métallique et l'expression perpétuellement inquiète de quelqu'un qui délivre trop de mauvaises nouvelles. Il serra la main de James avec les 2 siennes, un geste qui déclencha immédiatement des alarmes. « James, merci d'être venu. Asseyez-vous, je vous en prie. Y a-t-il un problème avec la procédure ?» demanda James en s'installant sur la chaise en face du bureau. « Je sais qu'il y a des risques, mais Marina et moi en avons discuté. Ce n'est pas à propos de la vasectomie. » Le docteur Morrison sortit un dossier de son tiroir, l'ouvrit, puis le referma sans regarder le contenu. « Vos analyses de sang sont revenues. Le panel standard que nous effectuons avant toute intervention chirurgicale, les doigts du docteur tambourinèrent une fois contre le dossier. « James, je dois vous dire quelque chose, et il n'y a pas de manière facile de le dire. Selon vos résultats, vous êtes stérile, azospermie, absence complète de spermatozoïdes. Les marqueurs suggèrent que c'est congénital, ce qui signifie que vous êtes comme ça depuis toujours. » Les mots semblèrent arriver aux oreilles de James séparément de leur sens. Stérile. Toute sa vie, il les entendit, les comprit individuellement, mais ne put les assembler en une pensée cohérente. C'est impossible. J'ai 3 enfants. L'expression du docteur Morrison resta stable. Une sympathie professionnelle mêlée à quelque chose qui ressemblait à de la pitié. J'ai refait le test 2 fois. Je l'ai même envoyé à un autre laboratoire. James, je suis certain des résultats. Le bureau sembla soudain plus petit, l'air plus épais. L'esprit de James passa en revue les possibilités. Erreur médicale, échantillon contaminé, une condition qui s'était développée et résolue d'elle-même. Mais le visage du docteur Morrison lui indiquait que ce n'était pas des réponses qu'il trouverait. « À quel point êtes-vous certain ?» entendit-il James se demander. « Absolument. » Le mot plana entre eux comme une lame de guillotine. James se leva sans le vouloir, ses jambes bougeant en pilote automatique. « J'ai besoin d'air. James. » « Attendez !» Mais il était déjà sorti de la porte, passé devant le poste des infirmières, traversé la salle d'attente où un jeune couple remplissait les mêmes formulaires que lui, les mêmes mensonges. Le parking s'étendait devant lui, des hectares d'asphalte brûlés par le soleil qui ondulaient dans la chaleur de l'après-midi. Il resta assis dans sa voiture pendant 10 minutes avant que son téléphone ne sonne. Le nom de Dylan clignota sur l'écran. « Papa !» La voix de son fils était tendue, stressée d'une manière qui traversa la spirale de James. « Papa, tu dois rentrer à la maison. Maman, elle nous oblige à... » La ligne se coupa. James essaya de rappeler, directement sur messagerie vocale. Il essaya le numéro de Marina. Pareil, un texto à Dylan resta non livré, le message suspendu dans un limbo numérique avec un petit point d'exclamation rouge. Quelque chose n'allait vraiment pas. Il conduisit par instinct, son esprit partagé entre la révélation du docteur Morrison et l'appel paniqué de Dylan. Le trajet de 15 minutes jusqu'à la maison prit 8 minutes. Il remarqua à peine qu'il avait grillé un feu rouge ou coupé la route à un camion de livraison. La maison des Caldwell se trouvait dans un cul-de-sac tranquille. Une coloniale à 2 étages, avec des volets bleus que Marina avait insisté pour repeindre le printemps dernier. Sa propre conception, construite 12 ans plus tôt quand Kayla était encore un bébé, maintenant, elle semblait différente, comme un mot familier répété jusqu'à ce qu'il perde tout sens. Le vélo de Dylan gisait sur le côté dans l'allée, la roue arrière tournait encore légèrement, les chaussures de Kayla étaient éparpillées près de la porte d'entrée, qui était ouverte. Le rythme cardiaque de James s'accéléra, il monta les marches du Porsche 2 à 2. Dylan, Kayla. Le salon ressemblait à un passage de tornade. Les coussins du canapé par terre, les cadres photos face contre le sol, la table basse poussée contre le mur.
mais c'était le silence qui l'inquiétait le plus. Pas de télé, pas de musique, aucun du chaos ambiant qui accompagne 3 enfants, Mariel, Marina, un bruit de chute vint d'en haut, James sprinta, prenant les escaliers 3 marches à la fois, la chambre de Dylan. La porte était verrouillée, Dylan, ouvre, papa. La voix de son fils était étouffée. Elle, ne la laisse pas. Un autre bruit de chute. Celui-ci accompagné du cri de Kayla, James lança son épaule contre la porte. Le cadre se fendit mais un bond, deuxième coup. La serrure céda et la porte s'ouvrit violemment. La scène devant lui n'avait aucun sens. Dylan se tenait devant le placard, les bras écartés, protégeant quelque chose ou quelqu'un, sa lèvre saignait, sa chemise déchirée. Kayla était assise sur le lit, tenant Mary Hill, tous deux pleuraient, et Marina, sa femme, se tenait au centre de la pièce, tenant la batte de baseball de Dylan, les jointures blanches autour de la poignée, ses cheveux étaient ébouriffés, ses yeux fous d'une chose que James n'avait jamais vue en 20 ans de mariage, de la rage, peut-être, ou de la peur. « Marina, qu'est-ce qui se passe ? Bon sang, ils savent, dit-elle, sa voix plate et froide. Ils savent tout. Savent quoi ? Pose la batte. Ne fais pas ça. Elle la pointa sur lui comme une arme. N'ose pas faire l'innocent. J'ai vu ton visage quand tu es rentré. Le docteur te l'a dit, n'est-ce pas ? La pièce bascula. James s'agrippa au cadre de la porte. Comment sais-tu ? Je le sais depuis 16 ans, dit Marina. Depuis la naissance de Dylan et que j'ai vu le groupe sanguin sur son bracelet à l'hôpital. AB positif, Rhésus négatif. Je suis O positif. Elle rit. Un son comme du verre qui se brise. Biologie de base. James. Probabilité impossible. Les yeux de Dylan s'écarquillèrent. Maman, qu'est-ce que tu dis ? Je dis que ton père n'est pas ton père. Aucun de vous ne laisse. La voix de Marina se brisa. Et maintenant, il sait. Et maintenant, vous savez, et tout est ruiné. Tout. Kayla émit un petit son blessé. Mary Hill enfouit son visage dans l'épaule de sa sœur. James sentit le monde se réorganiser autour de ce nouveau centre de gravité. 20 ans, 3 enfants. Chaque anniversaire, chaque spectacle scolaire, chaque genou écorché et chaque histoire au coucher, chaque moment soudain suspect, empoisonné rétroactivement. Qui ? La question sortit à peine en un murmure. Marina rit de nouveau. Ce même son terrible. Est-ce que ça compte ? Tu veux savoir lequel ? Dylan est celui de Roy. Kayla est celle de Logan. Mary Hill est celui de Sterling. Comptant maintenant. Roy Hardy, son ancien meilleur ami de l'université, celui qui avait disparu de leur vie après la naissance de Dylan, disant qu'il avait trouvé un emploi à Seattle. Logan Nichols, l'ex-petit ami de Marina du lycée, qui était apparu à leur mariage l'air d'avoir avalé des clous. Sterling Schwartz, leur voisin qui avait déménagé 8 ans plus tôt, invoquant des raisons personnelles. Les pièces s'assemblaient avec le poids de pierres tombales. « Sors d'ici », dit James calmement. « C'est ma maison aussi, sors d'ici ». Le rugissement vint d'un endroit primal, un endroit que James ignorait exister en lui. « Tu as 5 minutes pour prendre ce que tu peux porter et partir. Ou j'appelle la police et je leur dis que tu viens d'agresser nos... » Il s'étouffa sur le mot « ses enfants ». Dylan saignait. « Tu les as enfermés ici ?» Le visage de Marina passa par des émotions, défi, peur, calcul. Elle regarda les enfants, puis James. Ce qu'elle vit dans son expression la décida. « Tu vas le regretter ?» dit-elle, mais elle se dirigeait déjà vers la porte. « Tu n'as pas idée de ce que tu fais ?» 4 minutes. Elle partit, et James entendit ses pas dévaler les escaliers, le claquement des tiroirs de la commode, le tintement des clés de voiture. Il ne bougea pas jusqu'à ce qu'il entende sa voiture démarrer, le moteur vrombir. Le crissement des pneus, alors qu'elle quittait l'allée, en trombe. Ce n'est qu'alors qu'il regarda les 3 enfants blottis ensemble sur le lit de Dylan, 3 enfants qui n'étaient pas les siens biologiquement, 3 enfants dont le monde venait d'être brisé, Dylan avec sa lèvre saignante et sa posture protectrice, Kayla avec des larmes coulant sur son visage, Mariel, trop jeune pour comprendre pleinement, mais assez grand pour savoir que tout avait changé. « Papa !» La voix de Dylan était petite. « Est-ce que tu vas nous quitter aussi ?» La question frappa comme un coup physique. James traversa la pièce et les serra tous les 3 dans ses bras, les tenant si fort qu'il pouvait sentir leur battement de cœur contre sa poitrine. « Jamais, dit-il dans les cheveux de Dylan, tu m'entends ? Et jamais, je me fiche du sang, je me fiche de l'ADN, vous êtes à moi, et je suis à vous, et ça ne changera pas. » Ils restèrent comme ça longtemps, les 4 ensemble, se tenant mutuellement, tandis que le soleil se déplaçait sur le sol et que la maison s'installait autour d'eux.
L'esprit de James travaillait déjà, planifiait déjà. Marina l'avait trahi de la pire manière possible. Mais elle avait commis une erreur critique. Elle avait révélé son jeu trop tôt et James Caldwell était très bon pour la planification à long terme. Les jours suivant le départ de Marina passèrent dans une étrange réalité suspendue. James prit un congé personnel au cabinet, invoquant une urgence familiale, ce qui était assez vrai pour que personne ne pose de questions. Il passa les premières 48 heures simplement à faire tourner la maison, repas, devoirs, heures de coucher. La routine aidait, leur donnait à tous quelque chose à quoi se raccrocher pendant que le sol se dérobait sous leurs pieds. Le troisième jour, James s'assit à la table de la cuisine avec son ordinateur portable et un bloc-notes légal, attendant que les enfants partent pour l'école. Dylan avait insisté pour y retourner immédiatement, un besoin adolescent de maintenir la normalité. Kayla avait accepté après une journée supplémentaire à la maison. Mary Hill s'était accrochée un peu plus longtemps mais avait suivi l'exemple de ses frères et sœurs. La maison semblait immense en leur absence. James ouvrit son ordinateur et commença ses recherches. Pas sur le droit du divorce, ça viendrait plus tard. Pas sur les batailles pour la garde ou les tests ADN. Il connaissait déjà la vérité et Marina aussi. Ce dont il avait besoin, c'était d'informations sur les 3 hommes qui avaient engendré ses enfants. Roy Hardy était facile à trouver. L'emploi à Seattle avait été réel, mais Roy n'avait pas tenu longtemps dans le secteur tech. Selon LinkedIn, il avait rebondi entre des startups avant d'atterrir dans une firme de capital risque à Portland 5 ans plus tôt. Marié, 2 enfants à lui, James fixa la photo de profil de Roy, toujours le même sourire facile qu'il se rappelait de l'université, celui qui charmait les professeurs et les sortait de contraventions de parking innombrables. Logan Nichols était plus dur à traquer, pas de présence sur les réseaux sociaux, pas de profil professionnel. James dut fouiller dans de vieux journaux et des registres publics avant de le trouver. Logan était resté à Charlotta, travaillant dans la construction et passant d'un emploi à l'autre. Multiples adresses au fil des ans, principalement des appartements dans les quartiers moins chers, un DOI en 2019, une accusation d'agression qui avait été abandonnée plus tard. Sterling Schwartz s'en était bien sorti. Développement immobilier. Selon le site web de sa société, marié à Patrice Clay, une avocate, pas d'enfant listé, bien que la bio de Sterling mentionne son amour pour le mentorat des jeunes et l'entraînement de soccer pour enfants. L'hypocrisie fit serrer la mâchoire de James. Son téléphone vibra, un numéro inconnu. Il envisagea de l'ignorer, puis répondit « Monsieur Caldwell, ici Amber Baker de Thornton Family Law. Votre femme a retenu nos services hier. Nous appelons pour vous informer que Madame Caldwell dépose une demande de divorce et de garde complète des 3 enfants mineurs. Vous devriez recevoir les papiers dans la semaine. » James posa son stylo très soigneusement. « Garde complète. »« Oui, monsieur. Madame Caldwell a fait de sérieuses allégations concernant votre aptitude en tant que parent. Elle demande aussi la maison conjugale, le soutien complet aux enfants et une pension alimentaire. J'appelle par courtoisie professionnelle pour vous suggérer d'obtenir une représentation légale immédiatement. Quelles allégations ? Je ne suis pas libre d'en discuter les détails. Mais je vous recommande de parler à un avocat le plus vite possible. » Une pause. « Monsieur Caldwell, je vais être franche avec vous. Je fais ça depuis 20 ans. Peu importe ce qui se passe dans votre mariage, ces enfants ont besoin de stabilité. J'espère que vous garderez leurs meilleurs intérêts en tête. » L'appel se termina avant que James puisse répondre. Il resta assis à fixer son téléphone. La stratégie de Marina se cristallisant dans son esprit, elle passait à l'offensive, se peignant en victime, utilisant les enfants comme armes. Garde complète signifiait qu'elle pouvait contrôler le récit, son accès. Tout, c'était audacieux, c'était vicieux. C'était une erreur. James passa son premier appel à Bruce Walker, un avocat qui avait aidé avec les contrats du cabinet au fil des ans. Bruce écouta une version soigneusement éditée des événements, le diagnostic de stérilité, la révélation, l'attaque de Marina sur les enfants. Puis siffla bas, « James, je suis un gars du corporate. Tu as besoin de Nicolas Huerta, le meilleur avocat en droit familial à Charlotte. Peut-être en Caroline du Nord. Il est cher, mais si ce que tu me dis est vrai, tu vas en avoir besoin. » Le deuxième appel fut au bureau de Nicolas Huerta. La réceptionniste essaya de fixer un rendez-vous pour la semaine suivante. James lui dit qu'il paierait double pour un rendez-vous d'urgence aujourd'hui. L'argent, il l'avait appris en 20 ans d'architecture, pouvait faire arriver presque n'importe quoi. Le bureau occupait le dernier étage d'un bâtiment en acier et verre en centre-ville. Le genre de modernité agressive que James évitait généralement de concevoir. L'avocat lui-même était plus jeune qu'attendu,
peut-être 35 ans, avec un costume élégant et des yeux encore plus affûtés qui suggéraient qu'il ne perdait pas souvent. « Monsieur Caldwell, mon avance est de 50 000 $. Est-ce un problème ? Non. Bien, maintenant, dites-moi tout. Et je veux dire tout, des choses que vous pensez irrelevantes, des choses dont vous avez honte, des choses qui vous font mal paraître. Je ne peux pas vous aider si je suis surpris au tribunal. » James lui raconta tout, la révélation du docteur Morrison, la confession de Marina, les noms des pères biologiques, l'assaut de Marina sur les enfants. Il montra à Huerta les photos qu'il avait prises de la lèvre fendue de Dylan, la porte du placard cassée, la chambre endommagée. Huerta prit des notes sur un bloc-notes jaune, son expression neutre. Quand James finit, l'avocat s'adossa et croisa ses doigts. « Ok, voici ce qui va se passer. L'avocat de Marina a appelé ce matin pour vous intimider. Vous faire paniquer ? Peut-être faire quelque chose de stupide. C'est une pratique standard. Ce qui n'est pas standard, c'est qu'elle allègue que vous êtes un parent inapte tout en admettant, j'assume qu'elle l'a admis, que vous n'êtes pas le père biologique d'aucun des enfants. Elle l'a dit à tous, à moi et aux enfants. C'est incroyablement stupide de sa part. » Huerta prit une autre note. La Caroline du Nord est un état pur sans faute pour le divorce. Mais l'adultère est encore un facteur dans les déterminations de pension alimentaire. Et si elle demande la garde complète, alors que vous êtes le seul père légal? Avez-vous signé les certificats de naissance? Tous les trois? Alors, légalement, vous êtes leur père. La biologie n'importe pas? Elle a commis une fraude en paternité. Et si nous pouvons prouver qu'elle savait, depuis le début, ça va à son caractère, ajoutez l'assaut sur Dylan et nous avons un dossier solide. Il se pencha en avant. Mais voici ce que vous devez comprendre. James, le tribunal familial est imprévisible. Les juges ont une large discrétion. Si Marina obtient le bon juge au bon jour, elle pourrait tourner ça en mer, protégeant désespérément ses enfants d'un père qui vient de découvrir qu'ils ne sont pas biologiquement les siens. C'est insensé. Je ne ferai jamais. Je vous crois, mais nous devons le prouver. Je veux que vous documentiez tout, chaque interaction avec les enfants, chaque repas, chaque devoir. Je veux des témoins de caractère qui puissent témoigner de votre relation avec Dylan, Kayla et Mary Hill. Je veux des dossiers médicaux montrant que vous avez été leur père de toutes les manières significatives pour toute leur vie. Fait. Je veux aussi que vous réfléchissiez très attentivement si vous voulez poursuivre une action légale contre les pères biologiques. James n'avait pensé à rien d'autre. Quelles sont mes options? Honnêtement, pas beaucoup. Vous pourriez potentiellement poursuivre pour infliction intentionnelle de détresse émotionnelle, mais c'est un seuil élevé. Vous devriez prouver qu'ils ont sciemment participé à la fraude. Savait-il pour les enfants? Je ne sais pas. Roy a disparu. Logan est apparu à notre mariage l'air en colère. Sterling a entraîné l'équipe de soccer de Mary Hill pendant 1 an avant de déménager. James pause. Il a entraîné l'équipe de soccer de son propre fils. Ça pourrait être suffisant pour Sterling, mais c'est circonstanciel. La plus grande question est, que voulez-vous? James de Vengeance, Agent, Justice. Parce que ce sont 3 choses différentes, et vous devez décider laquelle compte le plus. James pensa à Dylan saignant, Kayla pleurant, Mary Hill trop jeune pour comprendre pourquoi son monde s'effondrait. Il pensa à 20 ans de mensonges, à Marina se glissant dans le lit à côté de lui chaque soir, sachant exactement ce qu'elle avait fait. Il pensa à Roy, Logan et Sterling vivant leur vie pendant qu'il élevait leurs enfants, payés pour leurs enfants, aimer leurs enfants. Les 3, dit-il calmement. Huerta sourit pour la première fois. Alors, nous allons bien nous entendre? L'audience pour l'ordonnance de restriction était prévue pour le mardi suivant. L'avocat de Marina avait déposé une motion d'urgence affirmant que James l'avait menacée, qu'elle craignait pour sa sécurité et celle des enfants. C'était une manœuvre tactique transparente. Garder James éloigné de la maison et des enfants pendant qu'elle consolidait sa position. Huerta était prêt. La salle d'audience était plus petite que James ne l'avait imaginé. Plus bureaucratique que dramatique. La juge Natalia Wall présidait. Une femme noire dans la cinquantaine avec des lunettes de lecture et une expression suggérant qu'elle avait entendu chaque mensonge et excuse jamais inventée. Marina était assise à la table de la plaignante avec Amber Baker, portant une robe conservatrice et un maquillage minimal. Jouant parfaitement le rôle de l'épouse effrayée, James remarqua Dylan assis au dernier rang. Son fils croisa son regard et hocha la tête une fois délibérément. « Soutien. Mademoiselle Baker. Votre cliente demande une ordonnance de protection d'urgence basée sur des allégations que M. Caldwell a proféré des menaces verbales suite à une dispute domestique. Est-ce correct ?» La voix de la juge Wall portait la lassitude particulière de quelqu'un qui avait vu ce script exact trop souvent. « Oui, votre honneur. »
Madame Caldwell craignait pour sa sécurité et celle de ses 3 enfants après que Caldwell soit devenu violent quand elle lui a demandé de quitter la maison conjugale. Huerta se leva doucement. « Votre honneur, si je peux… » Madame Caldwell a inversé la chronologie des événements. Mon client est rentré chez lui pour trouver sa femme ayant enfermé leurs 3 enfants dans une chambre et agressé leur fils de 15 ans avec une batte de baseball. Nous avons des photos des blessures de Dylan Caldwell, une déclaration de Dylan lui-même et des relevés téléphoniques montrant que Dylan a appelé son père en détresse moment avant que Caldwell n'arrive. Les sourcils de la juge Wall se levèrent. « Mademoiselle Baker, votre honneur, Madame Caldwell… » tentait de discipliner ses enfants après avoir découvert qu'ils cachaient des informations préoccupantes sur le comportement de leur père. Elle m'a frappé avec une batte. La voix de Dylan retentit du fond de la salle. Alors que je protégeais mon frère et ma sœur d'elle, la salle d'audience devint silencieuse. La juge Wall fixa Dylan d'un regard sévère. « Jeune homme, vous aurez l'occasion de témoigner si appelé. J'aimerais appeler Dylan Caldwell à témoigner. Votre honneur, dit Huerta. C'est une audience. Pas un procès. Mais étant donné que l'ordonnance de protection les affecte directement, lui et ses frères et sœurs, je crois que son témoignage est pertinent. » La juge Wall réfléchit et hocha la tête. « Huissier, » assermenté le témoin, Dylan marcha vers la barre avec les épaules droites, le menton levé. La contusion sur sa mâchoire avait viré au jaune verdâtre, mais elle était encore visible. Il jura de dire la vérité d'une voix stable. Huerta garda c'est la simple. « Dylan, racontez au tribunal ce qui s'est passé le jour en question. Maman agissait bizarrement toute la matinée. Elle n'arrêtait pas de nous poser des questions étranges sur papa. Sur si on se sentait en sécurité avec lui, des trucs comme ça. Puis elle a reçu un appel et a pété les plombs. Elle a commencé à crier que papa savait que nous allions tous découvrir que tout était ruiné. Elle nous a fait monter et nous a enfermés dans ma chambre. Quand j'ai essayé de sortir, elle m'a poussé en arrière. C'est là que j'ai appelé papa. Que s'est-il passé après que vous avez appelé votre père ? Maman a pris ma batte de baseball dans le placard. Elle criait que nous ne comprenions pas, que papa allait nous quitter, qu'elle nous protégeait. Meryl a commencé à pleurer et quand Kayla a essayé de le consoler, maman a balancé la batte. Je me suis mis en travers. Votre mère vous a frappé avec la batte ? Elle visait la porte, je pense. Peut-être ? Je ne sais pas. Mais oui, elle m'a frappé, fendu la lèvre. Puis papa est rentré, l'a fait partir. Votre père vous a-t-il déjà menacé ? Vous ou vos frères et sœurs ? Jamais. Votre père a-t-il déjà été violent avec vous ? Il m'a donné une fessée quand j'avais 8 ans pour avoir volé dans un magasin. C'est tout. Une dernière question ? Dylan, voulez-vous vivre avec votre père ? Oui. Kayla et Meryl aussi ? Nous en avons déjà parlé. Le contre-interrogatoire de Madame Baker fut bref et inefficace. Elle essaya de suggérer que Dylan mentait pour protéger son père, mais la composure du garçon ne craqua pas. Quand il descendit, il regagna son siège sans regarder sa mère. Marina prit la barre ensuite. Sous les questions de Baker, elle peignit le portrait d'un homme devenu de plus en plus distant, qui avait subi un changement de personnalité après sa visite chez le docteur, qu'il avait chassé de sa propre maison avec des menaces de violence. Le contre-interrogatoire de Huerta fut chirurgical. « Madame Caldwell, étiez-vous au courant que votre mari est stérile ? Et l'a été toute sa vie. » Les yeux de Marina s'écarquillèrent. « C'est une information médicale privée. C'est pertinent pour l'ordonnance de protection. Votre honneur. » L'état d'esprit de Madame Caldwell, le jour en question, est directement lié à ses actions. La juge Wall hocha la tête. « Répondez à la question. »« Madame Caldwell. »« Oui, je savais. Depuis combien de temps le savez-vous » Une pause. « 6 ans. Et en ces 16 ans, combien d'aventures avez-vous eues » Objection. Baker se leva d'un bond. « Pertinence. » Ça va à la crédibilité de Madame Caldwell et à sa prétention qu'elle craignait pour sa sécurité. « Votre honneur. » Je permets. Le visage de Marina avait pâli. 3 aventures résultant en 3 enfants. Aucun biologiquement lié à votre mari. Est-ce correct ? Oui. Avez-vous dit à Caldwell pour ses aventures ? Non. Lui avez-vous dit qu'il n'était pas le père biologique de Dylan ? Kayla et Meryl ? Non. Donc, pendant 16 ans, vous avez permis à votre mari de croire qu'il élevait ses propres enfants, de les soutenir financièrement, de les aimer, de construire toute sa vie autour d'eux tout en sachant que c'était basé sur un mensonge. Les mains de Marina se tordirent sur ses genoux. Ce n'est pas si simple. Avez-vous ou non commis une fraude en paternité contre James Caldwell pendant 16 ans ? Objection. Retiré. Madame Caldwell, le jour en question, vous avez enfermé 3 enfants, âgés de 15, 13 et 8 ans.
dans une chambre et agressé l'aîné quand il a essayé de protéger ses frères et sœurs. Niaise-vous cela? J'essayais de les protéger de leur père, découvrant la vérité que vous aviez cachée pendant 16 ans. La composure de Marina craqua. Vous ne comprenez pas? Quand James l'a découvert, je savais qu'il partirait. Je savais qu'il les prendrait de moi. Tout ce que j'ai fait était pour garder ma famille ensemble. En frappant un garçon de 15 ans avec une batte de baseball, silence. La juge Wall retira ses lunettes et frotta l'arête de son nez. J'en ai assez entendu. La demande d'ordonnance de protection est refusée. De plus, j'accorde à M. Caldwell la garde temporaire complète des 3 enfants mineurs en attendant une audience complète. Madame Caldwell, vous aurez des visites supervisées tous les 2 week-ends, supervisées par un gardien nommé par le tribunal. Nous levons la séance. Le marteau frappa comme le tonnerre. Marina resta figée tandis que Huerta rassemblait ses papiers. James vit le moment où elle réalisa ce qui venait de se passer. Sa tentative pour garder les enfants n'avait pas seulement échoué, mais s'était retournée contre elle de manière spectaculaire. Elle les avait perdus entièrement. À l'extérieur de la salle d'audience, Dylan serra James assez fort pour faire mal. « Tu as tenu bon? Toujours ?» dit James. Puis plus bas, « Va attendre dans la voiture? Je serai là dans 1 minute. » Il trouva Marina dans le couloir. Amber Baker lui parlait à voix basse et urgente. Quand Marina vit James approcher, elle congédia son avocate d'un geste « Venu te vanter ?» Sa voix était cassante. « Venu te faire une offre ?» James garda sa voix égale. « Contrôlez. Abandonne les procédures de divorce. Donne-moi la garde complète. Signe la renonciation volontaire à tes droits parentaux. Tu es fou? En échange, je ne poursuivrai pas pour fraude. Je ne te poursuivrai pas pour l'argent que j'ai dépensé à élever des enfants que tu savais ne pas être les miens. Je ne dirai pas à Dylan, Kayla et Meryl les noms de leur père biologique jusqu'à ce qu'ils soient adultes et puissent décider eux-mêmes du contact. » Il pausa. « Et je te donnerai 50 000 $ pour recommencer ailleurs. » Marina rit amèrement. « C'est tout. 20 ans de mariage et tu me rachètes pour 50 000 $. 20 ans de mensonges. Marina, je suis généreux. Et ma maison, ma vie, ce sont mes enfants, biologiquement. Ils ne sont pas les miens, légablement. Ils le sont. Et après, ce que tu as fait à Dylan, après les avoir enfermés comme des animaux, tu as de la chance que je t'offre quoi que ce soit. » La voix de James descendit à peine au-dessus d'un murmure. « Prends l'offre parce que si nous allons au procès, je m'assurerai que tout le monde sache exactement ce que tu as fait. Ta famille, tes amis, ton employeur, je m'assurerai que ces 3 hommes sachent qu'ils ont des enfants qu'ils n'ont jamais réclamés. Je brûlerai ta vie entière et salerai la terre derrière toi. Tu ne peux pas. Je suis architecte. Marina, je planifie à long terme. Je construis des choses destinées à durer. Et en ce moment, je construis un dossier qui t'enterrera si profondément que tu ne reverras jamais la lumière du jour. » Il ajusta sa veste. « Tu as 48 heures pour décider. Après ça, l'offre expire et je passe à la terre brûlée. » Il s'éloigna sans regarder en arrière, ses mains tremblant d'adrénaline. La partie difficile était de maintenir le contrôle, de ne pas laisser la rage transparaître. Tout devait être calculé, mesuré. Il avait appris ça en architecture. L'émotion est l'ennemi de la précision. Derrière lui, il entendit Marina commencer à pleurer. Il ne se retourna pas. La maison s'installa dans un nouveau rythme. Au cours des semaines suivantes, James engagea Dolores Ramos, une nounou et femme de ménage recommandée qui aidait à gérer le chaos de 3 enfants pendant qu'il travaillait. Le cabinet avait été compréhensif sur ses heures réduites, mais il ne pouvait pas rester absent éternellement. Son projet actuel, un développement mixte en centre-ville, avait besoin de son attention, mais les soirées appartenaient à Dylan. Kayla et Meryl, devoirs à la table de la cuisine. Dîner ensemble chaque soir. Film les week-ends, il ne parlait pas beaucoup de Marina. Ses visites supervisées étaient des affaires maladroites et brèves dans un lieu neutre où elle et les enfants s'asseyaient dans un silence inconfortable pendant qu'une assistante sociale prenait des notes. Elle n'avait pas encore signé les papiers. Les 48 heures étaient passées, puis 1 semaine, puis 2. Huerta assura à James que c'était normal. Les gens avaient besoin de temps pour accepter qu'ils avaient perdu, mais James connaissait Marina mieux que ça. Elle planifiait quelque chose. La réponse vint un mardi soir. James examinait des plans dans son bureau à la maison quand son téléphone sonna. Numéro inconnu, code régional de Portland. « Allô? James Caldwell ?» La voix était familière, mais vieillie, râpeuse par les années et peut-être l'alcool. « C'est Roy Hardy. » La main de James se serra sur le téléphone. « Comment as-tu eu ce numéro? Marina m'a appelé, dit que tu sais pour Dylan.
Dis que tu menaces de ruiner sa vie si elle ne renonce pas à ses enfants. Une pause. Ses enfants? James. Pas les tiens? J'ai signé un certificat de naissance. Je l'ai élevé. Je suis son père de toutes les manières qui comptent. Sauf la biologie. Sauf la vérité. La voix de Roy prit un ton tranchant. Écoute, je ne savais pas pour Dylan pendant des années. Marina et moi avions une liaison juste après votre mariage. Je n'en suis pas fier. Quand elle m'a dit qu'elle était enceinte, j'ai supposé que c'était le tien. Puis elle m'a appelé il y a 8 ans, m'a dit la vérité, m'a demandé de l'argent. Tu le lui as donné? Je lui ai donné 50 000 $ pour qu'elle sorte de ma vie. Et de celle de Dylan, j'ai une famille, James. Une femme qui ne sait pas que j'ai trompé avec la femme de mon meilleur ami, des enfants qui ne savent pas qu'ils ont un demi-frère. J'ai payé pour mon silence et le sien. James sentit les pièces du puzzle se réarranger, elle t'a fait chanter. Appelle ça comme tu veux. Mais maintenant, tu menaces de faire exploser ma vie quand même et je ne peux pas laisser ça arriver. Donc, voici mon offre. Tu laisses tomber Marina? Tu ne poursuis pas cette vendetta? Tu ne dis pas à Dylan qui est son père biologique? Et je m'assurerai que tu sois compensé pour tes ennuis. Combien valent mes ennuis? $200,000. Virement propre? Introuvable. James rit sans humour. Tu penses que c'est une question d'argent? Tout est une question d'argent. James, tu es architecte? Tu le sais mieux que quiconque. Bâtiment. Marriages. Famille. C'est tout du capital et des contrats? Non. Le mot sortit plat et final. Tu ne t'achètes pas une sortie de ça. Tu as couché avec ma femme? Tu as engendré mon fils? Et tu l'as payé pour le cacher pendant que je l'élevais? Ça te rend complice? Je t'offre une fortune. Je t'offre un choix. Tu peux te confesser à ta famille volontairement, établir une relation avec Dylan s'il le veut quand il sera plus vieux et affronter les conséquences de tes actions comme un adulte. Ou je peux m'assurer que tout le monde que tu connais découvre exactement quel genre de personne tu es. Ta femme, tes employeurs, tes enfants, je mettrai des annonces dans les journaux de Portland s'il le faut. Tu bluffes? Et c'est moi, j'ai déjà perdu tout ce qui comptait. J'élève 3 enfants qui ne sont pas biologiquement les miens, marié à une femme qui m'a menti pendant 20 ans. Et gérant 2 autres hommes qui l'ont aidé à le faire. Qu'est-ce que tu penses exactement pouvoir me menacer avec? Le silence s'étira si longtemps que James pensa que Roy avait raccroché. Puis, tu as changé? Non, j'ai juste arrêté de faire semblant. Je ne sais pas comment lutter. James mit fin à l'appel. Le deuxième appel vint 2 heures plus tard. Logan Nichols, sa voix rauque avec le râle particulier d'un fumeur de longue date. Caldwell, ouais, Marina a dit que tu causerais des problèmes. Dis que tu essaies de lui prendre ses enfants. Ce sont mes enfants légalement, pas selon le sang. Écoute, je vais être direct avec toi. Je savais pour Kayla. Marina me l'a dit quand la gamine avait 2 ans. J'étais dans un mauvais état à l'époque. Boire, bagarreur, ne pouvais pas garder un boulot. Marina a dit que Kayla était mieux avec toi pour l'élever. Et elle avait raison. Je n'étais pas matériel à pair. Et maintenant? Maintenant, je suis sobre depuis 2 ans. J'ai un boulot stable. Ma vie est en ordre. Et je pense peut-être que je devrais rencontrer ma fille. Voir s'il y a de la place dans sa vie pour son vrai père. La menace était évidente. James garda sa voix égale. Kayla a 13 ans. Elle vient d'apprendre que sa mère a trompé son père, l'homme qu'elle a appelé papa toute sa vie, et que je ne suis pas biologiquement lié à elle. Elle est dévastée. Et tu penses que c'est un bon moment pour introduire plus de chaos dans sa vie? Je pense que j'ai des droits. Tu n'as rien? Tu n'as jamais réclamé la paternité? Tu n'as jamais payé de pension alimentaire? Tu n'as jamais passé une seule nuit blanche quand elle était malade ou aidé avec les devoirs ou appris à faire du vélo? Tu es un donneur de sperme avec des delusions d'importance? Marina a dit, Marina est une menteuse et une fraudeuse qui est sur le point de tout perdre. Si tu veux attacher ton chariot au sien, vas-y, mais comprends ça, je te combattrai au tribunal avec toutes les ressources que j'ai, je prouverai que tu es un parent inapte, je m'assurerai que Kayla sache exactement pourquoi tu es resté éloigné pendant 13 ans. Parce que tu étais un ivrogne et un raté qui ne pouvait pas se donner la peine d'essayer, espèce de fils de... Et si par miracle tu obtiens des droits de visite, je m'assurerai que Kayla sache que tu n'es apparu maintenant que pour aider Marina à me blesser. Pas parce que tu l'aimes, pas parce que tu veux une relation, parce que tu es manipulé par une femme qui t'utilise comme arme. James Pausa, comment penses-tu que ça se passera? Comment penses-tu qu'une fille de 13 ans réagira en rencontrant le père qui l'a abandonnée, qui n'est apparu que quand c'était pratique? La ligne se coupa, James s'assit dans son bureau, fixant les plans sans les voir. Marina ralliait ses alliés, essayant de construire un levier, Roy avec l'argent, Logan avec des droits légaux, ce qui signifiait que le 3e appel viendrait de Sterling Schwartz,
et il serait le plus dangereux. Il n'eut pas à attendre longtemps. Son téléphone sonna à 22 heures, après que les enfants soient allés au lit. « Monsieur Caldwell, ici Sterling Schwartz. Je crois que nous devons parler de mon fils. Mary Hill est mon fils. Biologiquement, il est le mien, et j'y ai beaucoup pensé dernièrement, à l'année où j'ai entraîné son équipe de soccer, le regardant grandir, me voyant dans ses manières, à déménager parce que Marina disait que c'était trop compliqué, trop risqué. La voix de Sterling était douce, confiante. La voix de quelqu'un habitué à conclure des affaires. J'ai fait une erreur en partant? J'aimerais la corriger. En aidant Marina, en établissant mes droits parentaux, Marina a suggéré que nous pourrions travailler ensemble. Elle obtient la garde primaire, j'obtiens des visites. Vous obtenez, vous obtenez de partir avec votre dignité intacte. Pas de procès salissant, pas d'exposition publique des aventures. Personne n'a besoin de connaître les détails. James se leva et marcha vers la fenêtre. Dehors, la rue de banlieue était tranquille. Paceable. Une façade parfaite. Qu'est-ce qu'elle t'a offert? Pardon? Marina, pour que tu m'appelles? Pour menacer de réclamer Mary Hill? Qu'est-ce qu'elle t'a promis? Une pause. Ça reste entre elle et moi. Elle t'utilise, Sterling, de la même manière qu'elle t'a utilisé il y a 8 ans quand elle avait besoin d'un donneur génétique et que son mari n'était pas disponible. De la même manière qu'elle utilise Roy et Logan, vous êtes tous juste des outils pour elle. Ce n'est pas... T'a-t-elle mentionné qu'elle a agressé Dylan avec une batte de baseball? Qu'elle a enfermé les 3 enfants dans une chambre parce qu'elle avait peur qu'ils me disent la vérité? Qu'elle a déjà perdu la garde temporaire parce que la juge Wall a vu à travers sa performance? Elle a dit que tu essayais de me monter contre elle. Je n'ai pas besoin de le faire. Tu peux lire les transcriptions du tribunal toi-même. Ce sont des archives publiques. James laissa cela s'installer. Mais voici ce qui m'intrigue. Ta femme, Patrice, c'est elle pour Mary Hill. Le silence fut une réponse suffisante. Je prends ça pour un non. Donc, Marina te demande de réclamer des droits parentaux sur un enfant que ta femme ignore exister. De mener une bataille pour la garde qui deviendra archive publique. Et de faire tout ça pour aider une femme qui est démontrablement instable et violente d'aider. Est-ce que ça résume à peu près? Monsieur Caldwell, vous êtes un promoteur immobilier, Sterling. Vous comprenez les contrats et les leviers. Donc, voici le mien. Restez en dehors de ça. Laissez-moi continuer à élever le garçon que j'élève depuis 8 ans et je m'assurerai que Patrice n'apprenne jamais pour votre aventure. Partez discrètement et tout le monde garde ses secrets. Et si je ne le fais pas, alors je m'assurerai que tout le monde sache. Ta femme, tes clients, tes partenaires d'affaires, je ferai savoir à la Ligue de soccer que tu as entraîné ton fils biologique sans le dire à personne. Je créerai une tempête si complète que ta réputation ne s'en remettra jamais. La voix de James devint froide. Et puis je gagnerai quand même la garde de Mary Hill parce que je suis son père légal et que tu es un briseur de foyer qui a caché un enfant à sa femme pendant 8 ans. Tu perdras tout et gagneras rien. Vous me menacez. Je t'offre un choix, le même choix que j'ai offert à Roy et Logan. Partez ou brûlez, c'est votre appel. James raccrocha et éteignit son téléphone. Ses mains tremblaient, l'adrénaline inondant son système. 3 appels, 3 menaces. 3 hommes qui avaient aidé à détruire son mariage maintenant essayant de lui prendre ses enfants, il ne les laisserait pas. Le matin, il appellerait Huerta et le brieferait sur les conversations. Ils ajusteraient la stratégie, se prépareraient au prochain mouvement de Marina, mais pour l'instant, James monta à l'étage et vérifia les enfants. Dylan endormi avec des écouteurs encore dans les oreilles. Kayla enroulée autour de son éléphant en peluche, celui que James lui avait gagné à une fête foraine quand elle avait 5 ans. Mary Hill étalée sur son lit comme une étoile de mer, couvertures jetées au sol, ses enfants, pas par le sang, mais par chaque jour pendant 15 ans, 13 et 8 ans respectivement. Personne ne lui enlèverait ça. Personne. L'audience de divorce était prévue 6 semaines plus tard. Dans l'intervalle, Marina avait signé un bail pour un appartement de l'autre côté de la ville, commencé un nouveau boulot comme réceptionniste médicale et commencé une thérapie ordonnée par le tribunal. Ses visites supervisées avec les enfants restaient maladroites et brèves. Mary Hill pleurait, Kayla restait silencieuse. Dylan répondait aux questions par monosyllabes. Huerta avait déposé une contre-plainte demandant la garde exclusive, la division des biens et le remboursement des frais d'éducation des enfants. « C'est agressif ?» dit-il à James. « Mais nous n'essayons pas de gagner l'argent. Nous essayons de montrer que vous êtes sérieux, que vous ne serez pas intimidé, et que ces mensonges ont de vraies conséquences financières. » L'avocate de Marina, Amber Becker, avait répondu avec une motion pour forcer des tests ADN.
établissant la paternité légale pour Roy, Logan et Sterling. Huerta l'avait bloqué sur le motif que le bien-être des enfants prenait le pas sur la curiosité biologique et que forcer les enfants à subir des tests causerait un préjudice psychologique. La juge Wall avait accepté avec une réserve. Elle voulait parler à chaque enfant en privé avant de prendre une décision finale sur la garde, ce qui expliquait pourquoi James se trouvait assis dans un couloir de tribunal un vendredi après-midi. Regardant Dylan disparaître dans les chambres de la juge, Huerta s'assit à côté de lui, révisant des notes. Kayla et Meryl attendaient avec Dolores au bout du couloir, jouant à un jeu de cartes pour passer le temps. « Arrêtez de vous inquiéter », dit Huerta sans lever les yeux. « Dylan est un gamin intelligent. Il dira la vérité. C'est ce qui m'inquiète. Et si la vérité n'est pas assez… » 20 minutes plus tard, Dylan émergea. Il donna à James un petit hochement de tête. « Ok. » Ça disait « J'ai fait ma part. » Kayla alla ensuite, sa silhouette mince semblant encore plus petite alors qu'elle suivait l'huissier dans les chambres. James voulait la suivre, la protéger, s'assurer qu'elle ne se sente pas seule. Mais tout ce qu'il pouvait faire était attendre. Quand Kayla émergea 30 minutes plus tard, ses yeux étaient rouges mais secs. Elle marcha droit vers James et le serra fort. « Je lui ai tout dit » murmura-t-elle. « Sur maman ? Sur comment tu as toujours été mon papa ? Sur comment je ne veux pas vivre avec elle ? Tu n'avais pas à le faire ? Si je le devais… Tu as combattu pour nous ? Il est temps que nous combattions pour toi. » L'entretien de Meryl fut plus court, 15 minutes. Quand il sortit, il pleurait. James le souleva malgré la protestation du garçon qu'il était trop vieux pour être porté. « Qu'est-ce qui s'est passé ? La juge a demandé si j'aimais maman. » Meryl dit dans l'épaule de James. « J'ai dit oui, mais j'ai peur d'elle. Je lui ai parlé de la batte, de comment les yeux de maman paraissaient te bizarres ce jour-là. » James tint son plus jeune fils pendant que le garçon pleurait, conscient que c'était un de ces moments qui définirait leur deux vies. Meryl se souviendrait d'avoir eu peur, mais il se souviendrait aussi d'avoir été tenu. La juge Wall les rappela tous dans ses chambres 1 heure plus tard. Cette fois, ce n'était pas la salle d'audience, mais son bureau réel, bordé de livres de droit et de diplômes encadrés. Marina s'assit sur une chaise, James sur une autre. Baker et Huerta flanquèrent leurs clients respectifs. « J'ai parlé à tous les 3 enfants, » commença la juge Wall, retirant ses lunettes. « J'ai examiné les dossiers, les rapports de police, les dossiers médicaux, les états financiers. J'ai considéré les arguments des deux côtés et j'ai pris ma détermination. » Les mains de Marina se serrèrent sur ses genoux. « Madame Caldwell, je veux être très clair sur quelque chose. Je comprends que les situations familiales sont complexes. Je comprends que les mariages échouent et que les gens font des erreurs. Mais ce que vous avez fait… agresser un garçon de 15 ans, enfermer 3 enfants dans une chambre, créer une atmosphère de peur et d'instabilité, ce n'est pas une erreur, c'est de la maltraitance. Votre honneur… » Ma cliente était sous une extrême détresse émotionnelle. « Mademoiselle Baker, je ne suis pas intéressé par les excuses. Je suis intéressé par le bien-être de 3 enfants qui méritent mieux que ça. » La juge Wall se tourna vers Marina. « Vous avez commis une fraude en paternité ? Vous avez permis à M. Caldwell d'élever et de soutenir financièrement 3 enfants, tout en sachant qu'ils n'étaient pas biologiquement les siens. Vous avez maintenu cette tromperie pendant plus de 15 ans, et quand la vérité est sortie, votre premier instinct a été la violence. » Le visage de Marina avait pâli. « J'aime mes enfants. Je n'en doute pas, mais l'amour n'est pas suffisant quand il vient avec une batte de baseball. » La juge Wall ouvrit un dossier. « J'accorde à M. Caldwell la garde légale et physique exclusive de Dylan, Kayla et Meryl Caldwell. Vous aurez des visites supervisées 2 fois par mois, augmentant à des visites non supervisées après 6 mois de conformité réussie avec la thérapie et la gestion de la colère. Vous paierez une pension alimentaire pour enfants, selon les directives de l'État, et vous n'aurez pas de mots à dire dans les décisions majeures concernant la santé, l'éducation ou le bien-être des enfants. » Non. Marina se leva, sa chaise grattant en arrière. « Vous ne pouvez pas. Ce sont mes enfants. Je les ai portés. Je les ai mis au monde. » Et vous en avez frappé un avec une batte de baseball quand il a essayé de protéger ses frères et sœurs. La voix de la juge Wall pouvait couper du verre. « Asseyez-vous, Madame Caldwell. » Marina s'assit, des larmes coulant sur son visage. « Quant à la division des biens, j'attribue la maison conjugale à M. Caldwell, étant donné qu'il sera le parent gardien principal et que la stabilité des enfants doit être priorisée, les comptes de retraite seront divisés selon la loi de l'État. Madame Caldwell ne recevra pas de pension alimentaire, étant donné l'adultère et la fraude. » La juge Wall ferma le dossier. « C'est ma détermination finale. Si vous souhaitez faire appel, vous êtes libre de le faire.
Mais je vous avertis que la cour d'appel aura accès à mes notes des entretiens avec les enfants. Tous les trois étaient très clairs sur leurs souhaits. Le marteau frappa, les sanglots de Marina remplirent le petit bureau. Baker posa une main sur son épaule, mais Marina la secoua. Elle regarda James avec une haine si crue qu'elle le fit reculer. « J'espère que tu es content ?» cracha-t-elle. « Tu m'as tout pris ? Tu t'es tout pris toi-même ?» dit James calmement. « Je me suis juste assuré que tu ne puisses pas prendre les enfants aussi. » À l'extérieur du tribunal, James appela les enfants. Dylan répondit à la première sonnerie. « Papa, c'est fait. Vous restez avec moi ?» Tous les trois, le « hurrah » à l'autre bout fut assez fort pour que James doive éloigner le téléphone de son oreille. Il pouvait entendre Kayla et Mary Hill célébrer en fond. Dolores essayant de les calmer. « On sort dîner ?» décida James. « Où vous voulez, et demain on parle de ce qui vient ensuite. Mais ce soir on fête. Papa. » La voix de Dylan devint sérieuse. « Merci d'avoir combattu pour nous, de ne pas avoir abandonné. Je combattrai le monde entier pour vous trois. On sait, c'est pour ça qu'on t'aime. » James raccrocha avant que son fils ne l'entende pleurer. Mais la victoire au tribunal ne signifiait pas que la guerre était finie. 3 jours après l'audience, James reçut une lettre certifiée d'un avocat à Portland. Roy Hardy déposait pour des droits parentaux et des visites avec Dylan. 2 jours après ça, Logan Nichols déposa une paperasse similaire pour Kayla. Sterling Schwartz tint 1 semaine avant que son avocat contacte Huerta pour établir la paternité de Mary Hill. Marina avait joué sa dernière carte. Elle a coordonné ça, dit Huerta, étalant les dépôts légaux sur son bureau, probablement promis à tous une réduction de pension alimentaire s'il l'aidait, ou menacé de les nommer publiquement s'il ne le faisait pas. De toute façon, nous combattons maintenant une guerre sur 3 fronts. Peuvent-ils gagner biologiquement? Ils sont les pères, légalement. Ils ont le droit de demander des tests de paternité et de chercher des visites. Quant à la garde, probablement pas. Vous êtes le père présumé. Vous avez élevé ces enfants, et les tribunaux n'aiment pas perturber les relations établies, mais ils peuvent rendre votre vie infernale avec des audiences de visite interminables, des demandes de modification et des frais légaux. James fixa la paperasse. 3 hommes qui n'avaient jamais changé une couche, jamais assisté à une réunion parents-professeurs, jamais veillé toute la nuit avec un enfant malade. Maintenant demandant des droits sur les enfants qu'ils avaient aidés à créer et puis abandonnés. Et si on inversait le script? Huerta leva les yeux. Que voulez-vous dire? Ils réclament des droits parentaux. Bien, laissons-les. Mais les droits parentaux viennent avec des responsabilités parentales. Ils veulent être pères. Ils peuvent commencer à payer une pension alimentaire rétroactivement. Tous les 3, James. Huerta pausa. Un sourire lent se répandant. C'est en fait brillant. S'ils réclament la paternité, ils admettent qu'ils sont financièrement responsables. Nous pourrions potentiellement remonter à la naissance de chaque enfant. Dylan a 15 ans, Kayla Trace, Mary Hill 8. Additionner 15 ans de pension alimentaire, 13 ans et 8 ans. Les directives de Caroline du Nord sont quoi? 15% du revenu pour un enfant. James fit le calcul mental. On parle de centaines de milliers de dollars, peut-être près d'1 million entre les 3. Ils n'accepteront jamais. Alors, ils retirent leur pétition, soit ils mettent leur argent là où est leur bouche. Soit ils partent de zéro. Marina ne peut pas les utiliser comme armes s'ils refusent de jouer. Huerta commença à prendre des notes. Nous devons prouver qu'ils savaient, pour les enfants, qu'ils ont volontairement évité la responsabilité parentale. Roy a admis lors d'un appel téléphonique que Marina l'a contacté il y a 8 ans et qu'il l'a payé 50 000 $ pour se taire. C'est une preuve qu'il savait pour Dylan et a choisi de ne pas le réclamer. James sortit son téléphone, vérifiant ses enregistrements. J'ai sauvegardé le message vocal et je peux obtenir les relevés téléphoniques montrant que l'appel venait de son numéro. Logan m'a dit que Marina l'avait informé pour Kayla quand elle avait 2 ans. Dit qu'il n'était pas matériel à pair. C'est une admission de connaissance et d'abandon volontaire. Et Sterling, il a entraîné l'équipe de soccer de Mary Hill. Il n'y a pas moyen qu'il ne savait pas, surtout s'il se voyait dans les manières du garçon comme il l'a prétendu. James sentit les pièces s'emboîter. Nous assignons les archives de la Ligue de soccer. Obtenons des témoignages d'autres parents sur l'implication de Sterling avec Mary Hill. Nous construisons un pattern de connaissances et d'évitement. Huerta pleinement engagé maintenant. Son stylo volant sur le bloc-notes. Ça pourrait marcher? C'est agressif comme l'enfer. Mais ça pourrait marcher. Nous déposons des contre-plaintes contre les 3 pour pension alimentaire rétroactive. Nous attachons des privilèges à leur propriété si nécessaire. Nous rendons ça si cher et douloureux qu'ils fuient vers les collines. Et s'ils ne fuient pas, alors ils paient
De toute façon, vous gagnez. James s'adossa, le poids des semaines passées pesant sur ses épaules. Je veux que ce soit fini. Nick, je veux qu'il parte. Je veux que mes enfants aient de la stabilité et de la paix, et une vie qui n'est pas définie par les mensonges de leur mère et la lâcheté de leur père biologique. Alors on passe à la terre brûlée, pas de pitié, pas de quartier, pas de compromis. Huerta croisa son regard. Vous êtes sûr de ça? Une fois qu'on commence, il n'y a pas de retour en arrière. Je n'ai jamais été plus sûr de quoi que ce soit dans ma vie. La contre-plainte fut déposée le lendemain matin. À midi, le téléphone de James sonnait. Roy Hardy, sa voix tendue de panique. Tu es fou? Tu me poursuis pour 600 000 $, 15 ans de pension alimentaire ajustée à ton bracket de revenus plus intérêts. C'est ce que tu dois pour Dylan. Tu veux des droits parentaux? Commence à payer comme un parent. Je ne peux pas. Ma femme va... Ça va détruire mon mariage. Alors tu aurais dû y penser avant de coucher avec la mienne. Retire ta pétition. Roy, pars ou paye. Je n'ai pas ce genre d'argent. Tu es capital risqueur. Tu as fait 3 millions l'année dernière selon ton LinkedIn. Tu peux te le permettre? La question est si tu le veux. James garda sa voix égale, sans émotion. Tu as 72 heures pour retirer ta pétition. Après ça, on va au tribunal et je m'assurerai que chaque détail de ton aventure avec Marina, ton paiement pour la faire taire, et ton abandon de Dylan deviennent archives publiques. Ta femme saura, tes enfants sauront, tout le monde avec qui tu travailles saura. C'est du chantage, c'est des conséquences. Bienvenue à elle. Logan Nichols appela 2 heures plus tard, ivre et belliqueux. Tu penses que tu peux me faire peur avec de l'argent? Je n'ai rien pour que tu prennes. Alors tu déclareras faillite et passeras la prochaine décennie à reconstruire ton crédit pendant que l'État garnit tes salaires. Ou tu peux partir de Kayla et la laisser avoir une vie normale. C'est ma fille. C'est la fille que tu ne voulais pas quand elle est née. La fille que tu as ignorée pendant 11 ans. La fille dont tu te souviens seulement quand Marina avait besoin que tu me blesses. James pause. Comment penses-tu que Kayla se sentira quand elle apprendra ça? Quand elle lira la déposition où tu admets que tu savais pour elle et as choisi de ne pas t'impliquer parce que tu étais trop occupé à boire, la ligne devint silencieuse sauf pour la respiration râpeuse de Logan. Je te donne une chance de faire la bonne chose pour la première fois en 13 ans. Prends-la. Retire la pétition. Laisse Kayla se souvenir de toi comme le père qui l'aimait assez pour la laisser partir. Pas le bon à rien qui a essayé de l'utiliser comme levier. Logan raccrocha sans répondre. Sterling Schwartz n'appela pas. Au lieu de ça, son avocate, une femme affûtée nommée Ursula Cummings, contacta Huerta directement. Mon client est prêt à retirer sa pétition concernant Mary Hill Caldwell en échange de M. Caldwell retirant sa demande de pension alimentaire rétroactive et signant un accord de non-divulgation concernant les circonstances de la parenté de Mary Hill. Huerta l'a mis sur haut-parleur. Mademoiselle Cummings. Votre client veut préserver son mariage en cachant le fils qu'il a engendré par une aventure extra-conjugale. Je comprends la motivation, mais mon client n'est pas intéressé à protéger les secrets de M. Schwartz. Alors, nous procéderons au procès, établirons la paternité et chercherons la garde conjointe. M. Schwartz est prêt à être un père pour Mary Hill. Madame Schwartz est-elle prête à être une belle-mère pour l'enfant illégitime de son mari? Intervint James. Parce que nous la déposerons dans le cadre de la découverte de... Elle apprendra tout. Une pause. Vous bluffez. Essayez-moi. J'ai déjà perdu mon mariage? Sterling a encore le sien à perdre. Qui pensez-vous clignera en premier? Une autre pause. Plus longue cette fois. Que voulez-vous? Sterling retire sa pétition. Il signe un affidavit admettant qu'il savait pour Mary Hill et a choisi de ne pas le réclamer. Il paie un règlement unique de 100 000 $, appelez ça de l'argent de conscience. Et il ne contacte jamais Mary Hill ou ma famille à nouveau. C'est négociable. On peut descendre à 50 000 s'il signe aujourd'hui. Demain, ça remonte à 100. La semaine prochaine, on poursuit le montant complet au tribunal plus dommages punitifs. J'aurai besoin de consulter mon client. Vous avez jusqu'à 17 heures. Sterling signa à 16h47. Le virement atteignit le compte de James à 16h52. Son avocat envoya l'avis de retrait à 16h55. Un de moins. Logan retira sa pétition à 2 heures du matin. Un email bref d'un homme clairement intoxiqué, divagant sur comment le système était truqué et James ruinait des vies. Huerta répondit avec un accusé de réception formelle et un rappel que si Logan tentait de contacter Kayla avant ses 18 ans, il poursuivrait la pleine réclamation de pension alimentaire. Ce qui laissait Roy, le délai de 72 heures vint et partit sans mots.
Huerta déposa la réclamation de pension alimentaire, attacha des privilèges à la propriété de Roy et envoya des assignations à son employeur et à l'avocat de divorce de sa femme parce que l'enquêteur privé de Huerta avait découvert que le mariage de Roy était déjà sur un terrain instable. Roy plia 3 jours plus tard avec un appel à James directement. Contournant les avocats, « Tu gagnes, dit Roy, sa voix creuse. Je retire tout, mais je veux que tu saches ce que tu as fait. Ma femme me quitte, mes enfants ne me parlent pas, je perds mon boulot parce que le scandale est mauvais pour la réputation de la firme. Tu as détruit toute ma vie. Non, Roy. Tu as détruit ta vie quand tu as couché avec la femme de ton meilleur ami. Je me suis juste assuré que tu ne puisses pas détruire la mienne aussi. James ne ressentit aucune satisfaction, seulement une finalité froide et vide. Tu aurais pu être un père pour Dylan? Tu aurais pu le réclamer quand il était né? L'élever? L'aimer? Au lieu de ça, tu as payé Marina pour le cacher et prétendu qu'il n'existait pas. Ce n'est pas sur moi, c'est sur toi. J'espère que tu peux vivre avec toi-même. Je peux. Et toi? Roy raccrocha sans répondre. 6 mois plus tard. La maison Caldwell s'était installée dans quelque chose ressemblant à la normalité. Dylan avait commencé les cours de conduite et parlait d'université. Kayla avait rejoint le club de théâtre et découvert un talent pour la conception de décors. Meryl avait grandi de 7, 5 cm et perdu 2 dents de devant. Les visites supervisées de Marina étaient passées à non supervisées, 2 week-ends par mois. Les enfants revenaient de ces visites calmes et repliées, mais ils y allaient sans se plaindre. James avait appris à ne pas poser trop de questions. Quelle que soit la guérison nécessaire entre eux et leur mère se produirait à leur propre rythme. Les 50 000 $ de sterling étaient dans un compte d'investissement earmarqué pour les fonds universitaires des enfants. James y avait ajouté de la police d'assurance vie qu'il avait encaissée et des économies accumulées. Ça ne couvrirait pas tout, mais c'était un début. Un samedi matin de fin de printemps, James travaillait dans le garage quand Dylan apparut dans l'encadrement de la porte. Son téléphone à la main. « Papa, on peut parler ?» James posa ses outils. « Toujours. Qu'est-ce qu'il y a ?» J'ai pensé à mon père biologique. « Roy. » La voix de Dylan était soigneusement neutre. « Je sais que tu as dit que je pouvais décider quand je serai plus vieux si je veux le connaître. Mais je suis curieux, pas parce que je veux qu'il soit mon papa ou quoi que ce soit. Tu es mon papa ? Mais parce que je veux comprendre d'où je viens. » La poitrine de James se serra, mais il garda son expression calme. « Ok. Qu'est-ce que tu veux savoir ? Tout. Qui il est ? Comment il est ? Pourquoi il est resté éloigné ? » Et Dylan baissa les yeux sur son téléphone. « Je veux savoir si je peux le contacter, juste pour parler, pour lui poser des questions. » C'était le moment que James avait redouté et pour lequel il s'était préparé, le moment où ses enfants commençaient à chercher leur propre vérité, leur propre connexion. Il voulait dire non pour protéger Dylan de la déception et de la douleur que Roy causerait inévitablement, mais ce n'était pas son droit. Roy Hardy vit à Portland. Il traverse un divorce parce que sa femme a découvert pour toi. Il a perdu son boulot pour la même raison. Dernière nouvelle, il travaillait comme consultant et vivait chez son frère. James sortit son téléphone, trouva les informations de contact de Roy et le tendit à Dylan. Voici son email et son numéro de téléphone. Si tu veux le contacter, je ne t'arrêterai pas, mais je veux que tu comprennes quelque chose d'abord. Quoi ? Roy a fait des choix. Il a choisi d'avoir une liaison avec ta mère. Il a choisi de se cacher quand elle est tombée enceinte. Il a choisi de la payer au lieu de te réclamer. Et quand il a enfin essayé d'être parti de ta vie, c'était parce que ta mère l'a manipulé ? Pas parce qu'il s'est réveillé un jour et a décidé d'être un père. James croisa les yeux de son fils. Je ne dis pas ça pour te monter contre lui. Je le dis pour que tu y ailles les yeux ouverts. Roy n'est pas la personne que tu pourrais espérer qu'il soit. Dylan hocha lentement la tête. Mais tu es ok si je lui parle. Je suis ok avec toi prenant tes propres décisions. Tu as 15 ans ? Assez vieux pour gérer des vérités compliquées. Juste, la voix de James se coinça. Juste souviens-toi que la biologie ne fait pas un père. Le temps le fait, la présence le fait, l'amour le fait, et peu importe ce que Roy te dit, peu importe quelle relation tu pourrais développer avec lui, tu es mon fils, ça ne change pas. Dylan traversa le garage et serra James fort. Je sais, papa, je l'ai toujours su. Ils restèrent comme ça un long moment, entourés d'outils et de projets à moitié finis. Dehors, le soleil printanier réchauffait l'allée où James avait appris à Dylan à faire du vélo 7 ans plus tôt. Je pourrais même ne pas le contacter, dit Dylan en reculant. Je voulais juste savoir que je pouvais, que c'était mon choix. Ça l'a toujours été. Tout ça, les combats, les procès, la bataille pour la garde, c'était pour s'assurer que vous trois puissiez choisir vos propres futurs. Passe Marina,
Pas Roy ou Logan ou Sterling. Vous, Dylan sourit. Le même sourire de travers que James avait vu dans une salle d'accouchement 15 ans plus tôt et aimait instantanément. Biologie maudite. C'était son fils? Tu veux m'aider avec cette terrasse? James désigna le bois empilé contre le mur. Je construis un plus grand espace extérieur pour l'été. Je me suis dit qu'on pourrait utiliser un endroit pour traîner, bien sûr, mais je suis nul en menuiserie. Alors je t'apprendrai, c'est ce que font les pères. Ils travaillèrent ensemble tout l'après-midi, mesurant et coupant et jurant occasionnellement quand un clou allait de travers. À un moment, Kayla sortit et commença à poser des questions sur la conception de décors de théâtre, ce qui mena à une discussion sur les murs porteurs et l'intégrité structurelle. Meryl apparut avec un ballon de soccer et les convainquit tous de prendre une pause pour un match dans le jardin. James regarda ses 3 enfants jouer ensemble, leur rire résonnant sur la maison qu'il avait conçue et construite pour eux, et sentit quelque chose changer dans sa poitrine. Pas du pardon? Il ne pardonnerait jamais à Marina ou Roy ou les autres pour ce qu'ils avaient défait. Mais de l'acceptation, peut-être comprendre que la famille qu'il pensait avoir était partie, mais la famille pour laquelle il avait combattu était juste là, imparfaite, compliquée, durement gagnée, la sienne. Ce soir-là, après que les enfants soient allés au lit, James s'assit dans son bureau examinant les plans architecturaux pour le développement en centre-ville. Son téléphone vibra avec un email de l'avocat de Marina. Elle voulait discuter de modifier l'horaire de visite, augmenter son temps avec les enfants maintenant qu'elle avait complété avec succès son programme de thérapie. James le forwarda à Huerta avec une note. « Qu'en penses-tu » La réponse revint en minutes, à la discrétion des enfants. « Ils sont assez vieux pour avoir des opinions ?» Demande-leur ce qui était juste. James nota de le soulever au petit déjeuner demain. Si Dylan, Kayla et Meryl voulaient plus de temps avec leur mère, ils ne se mettraient pas en travers. Les combats étaient finis, la victoire était faite. Maintenant venait la partie plus dure, vivre avec la victoire. Construire quelque chose de nouveau des décombres, enseigner à ses enfants que la force n'était pas de ne pas tomber, mais de se relever. James ferma son ordinateur et monta les escaliers, vérifiant chaque enfant une dernière fois avant le coucher. Dylan endormi avec un livre sur la poitrine. Kayla enroulée autour de son éléphant. Meryl étalée comme une étoile de mer. Ses enfants, sa famille, sa vie. Et pour la première fois en 6 mois, James Caldwell dormit sans cauchemar. C'est ici que notre histoire se termine. Partagez vos pensées dans la section des commentaires. Merci pour votre temps. Si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous à cette chaîne. Cliquez sur la vidéo que vous voyez à l'écran et je vous verrai